Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Les théosophes ont eu l'intuition de la grandeur effrayante du cycle cosmique à l'intérieur duquel notre univers et la race humaine ne sont que des incidents éphémères. Ils ont fait allusion à d'étranges survivances en des termes qui devraient glacer le sang, si un aimable optimiste ne les masquait. Mais ce n'est pas d'eux que me vint l'unique vision fugitive des airs interdites qui me glace quand j'y songe et me rend fou quand j'en rêve. Cette vision, comme toutes les visions redoutables de la vérité, surgit brusquement de la juxtaposition accidentelle d'éléments distincts. En l'occurrence, un fait divers tiré d'un vieux journal et les notes d'un professeur défunt. Je souhaite qu'il n'y ait jamais personne pour effectuer à nouveau ce rapprochement. Il est certain que, si je vis, je n'ajouterai plus sciemment d'anneaux à une chaîne aussi hideuse. Je suis persuadé que le professeur avait lui aussi l'intention de garder le silence sur ce qu'il savait, et qu'il aurait détruit ses notes si une mort soudaine ne l'avait emporté. Je pris connaissance de cette affaire au cours de l'hiver 1926 à 1927, à la mort de mon grand-oncle, George Gamel Angel, professeur honoraire de langue sémitique à l'université Brown de Providence, dans l'État de Rhode Island. L'autorité du professeur Angel en matière d'inscription ancienne était largement reconnue, et il était souvent consulté par les responsables des grands musées. Aussi, sa disparition, à l'âge de 92 ans, est-elle demeurée dans la mémoire de nombreuses personnes. Localement, l'émotion qu'elle suscita s'accrut du fait de l'obscurité de la cause de sa mort. Le professeur avait succombé alors qu'il revenait du bateau de Newport. Il était tombé brusquement, disaient les témoins, après avoir été bousculé par un noir à l'allure de marin, sorti de l'une des curieuses et sombres cours qui s'ouvrait sur le flanc abrupt de la colline et offrait un raccourci entre le port et la maison du défunt, dans Williams Street. Les médecins n'avaient pu découvrir d'affection visible et avaient conclu, à la suite d'une délibération embarrassée, que quelque obscure défaillance cardiaque, produite par la montée rapide d'une pente aussi raide pour un homme de cet âge, avait été responsable de sa fin. À l'époque, je ne vis aucune raison de ne pas me ranger à cette opinion, mais depuis quelque temps, j'ai commencé à me poser des questions, et même plus que cela. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, étant donné qu'il était mort veuf et sans enfant, j'étais censé examiner ses papiers de manière assez approfondie. C'est dans ce but que j'emportais ses fiches et ses dossiers, au grand complet, dans mon appartement de Boston. La plus grande partie du matériel que je classais était destinée à la Société américaine d'archéologie, qui la publierait un jour. Mais l'un des dossiers m'intriguait infiniment, et je n'avais pas du tout envie de le communiquer à qui que ce soit. Il était fermé, et je n'en trouvais pas la clé. L'idée me vint alors d'examiner l'anneau que mon oncle portait toujours dans sa poche. Et je réussis, en effet, à l'ouvrir. Mais cela fait, ce fut pour me retrouver, me sembla-t-il, devant une barrière encore plus haute et plus hermétiquement close. Que pouvaient signifier l'étrange bas-relief d'argile, les notes, les récits incohérents et les coupures de presse que j'y trouvais? Mon oncle, dans les dernières années de sa vie, avait-il ajouté foi aux impostures les plus superficielles? Je résolus de rechercher le sculpteur excentrique, responsable du trouble apparent de la paix de l'esprit du vieil homme. Ce bas-relief était en rectangle grossier, de moins d'1 pouce d'épaisseur et d'environ 5 pouces sur 6, manifestement récent. Les dessins, pourtant, n'avaient rien de récent, ni dans leur harmonie, ni dans ce qu'ils suggéraient. En effet, si les fantaisies du cubisme et du futurisme ont été nombreuses et désordonnées, elles n'ont pas souvent répété la régularité secrète qui se dissimule dans le graphisme préhistorique. Or, pour l'essentiel, ces dessins paraissaient bien être les symboles d'une écriture. Ma mémoire, pourtant,
En dépit de la connaissance approfondie que j'avais désormais acquise des papiers et des collections de mon oncle, ne me fut d'aucun secours quand il s'agit d'identifier cette catégorie particulière ou même de deviner ses affiliations les plus lointaines. Au-dessus de ce qui, apparemment, étaient des hiéroglyphes, se trouvait une figure, placée là, dans une intention d'illustration évidente. Même si l'exécution impressionniste n'autorisait pas que l'on se fît une idée très nette de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou de symbole représentant un monstre, d'une forme telle que seul un esprit morbide avait pu le concevoir. Si je dis que mon imagination, quelque peu extravagante, se laissa aller à y voir tout à la fois les formes d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, ce ne sera pas trahir l'esprit de la chose. Une tête molle, tentaculée, surmontait un corps grotesque et écailleux, équipé d'ailes rudimentaires. Mais c'était la ligne générale de l'ensemble qui provoquait le choc le plus violent et le rendait plus effrayant. Derrière la figure, à l'arrière-plan, on devinait la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne. Les textes qui accompagnaient cet objet bizarre étaient de la main du professeur Angel et semblaient avoir été rédigés tout récemment, à l'exception d'un paquet de coupures de presse. C'étaient des notes, sans aucune prétention littéraire. Le document apparemment le plus important portait le titre « Culte de Cthulhu », soigneusement écrit en caractères d'imprimerie, comme pour éviter toute erreur de lecture sur un mot aussi inhabituel. Ce manuscrit était divisé en 2 sections, dont la première était intitulée « 1925, rêve et œuvre d'après rêve d'H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island » et la seconde, récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans, Louisiane, à la conférence de 1908 de la SAA. Note à propos de ce dernier et de la relation du prof Webb. Les autres documents manuscrits n'étaient que des notes brèves, certaines relatant les rêves étranges faits par diverses personnes, d'autres comportant des citations tirées de livres et de revues de théosophie, notamment L'Atlantide et la Lémurie perdue de W. Scott Elliott. Quant au reste, il s'agissait de commentaires sur quelques passages de classiques de la mythologie et de l'anthropologie, tels que le rameau d'or de Fraser ou le culte des sorcières en Europe occidentale de Miss Murray. Les coupures faisaient essentiellement allusion aux maladies mentales et aux épidémies extraordinaires de folie ou de délire collectif que l'on avait pu constater au printemps de l'année 1925. La première partie du manuscrit principal contait une très étrange histoire. Il semble que le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, l'air névrosé et surexcité, soit venu rendre visite au professeur Angel en lui apportant le singulier bas-relief d'argile, encore tout humide et tout frais. Sa carte portait le nom d'Henry Anthony Wilcox, et mon oncle sut ainsi qu'il était le plus jeune fils d'une excellente famille qu'il connaissait un peu. Ce garçon avait étudié la sculpture peu de temps auparavant à l'école des beaux-arts de Rhode Island et vivait seul dans une grande maison du nom de Fleur de Lys, non loin de cette institution. Wilcox était un jeune homme précoce dont les dons étaient reconnus, mais aussi la grande excentricité, car depuis l'enfance, il avait attiré l'attention sur lui pour l'habitude qu'il avait de raconter des histoires curieuses et des rêves étranges. Il disait de lui-même qu'il était hypersensible sur le plan psychique, mais les habitants de cette ancienne cité commerciale, des hommes posés, se contentaient de le considérer simplement comme un original. Se mêlant rarement aux gens de son milieu, il avait peu à peu cessé de fréquenter la société, et il n'était plus à présent connu que d'un petit groupe d'esthètes, originaires d'autres villes. Le club d'art de Providence lui-même, soucieux de préserver son conservatisme, l'avait jugé tout à fait désespérant. Lors de sa visite, poursuivait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait subitement fait appel aux connaissances archéologiques de son hôte en lui demandant d'identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il s'était exprimé de façon rêveuse, tendue, ce qui suggérait l'affectation et aliénait toute sympathie. Mon oncle avait d'ailleurs mis quelques brusqueries à lui répondre, car la fraîcheur manifeste de l'état de la tablette pouvait tout impliquer, sauf en rapport avec l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui avait assez impressionné mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la note mot à mot, avait été faite sur un ton de poésie fantastique, qui avait dû être imprimé à toute la conversation, et dont je me suis aperçu depuis
qu'il était hautement caractéristique du personnage. Il avait dit « C'est neuf, c'est exact, car je l'ai fait la nuit dernière au cours d'un rêve de cité étrange. Et ces rêves sont plus anciens que la sombre Tyr, le sphinx contemplatif ou Babylone ceinturée de jardins. » C'est alors qu'il avait commencé ce récit incohérent qui avait soudain réveillé quelque chose dans la mémoire endormie de mon oncle et fait que celui-ci l'avait écouté avec un intérêt passionné. Il avait eu un léger tremblement de terre la nuit précédente, le plus considérable qui ait été ressenti en Nouvelle-Angleterre depuis plusieurs années. Or, l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée. Après s'être endormi, il avait fait un rêve comme il n'en avait encore jamais fait, avec des cités cyclopéennes, faites de blocs de pierre titanesques et de monolithes qui s'élançaient vers le ciel, le tout ruisselant de vases vertes et sinistres d'horreurs latentes. Des hiéroglyphes couvraient murailles et piliers, et d'un point indéterminé, au-dessous de lui, était sortie une voix qui n'était pas une voix, une sensation chaotique que seule l'imagination permettait de traduire en son, mais qu'il avait tenté de rendre par l'enchevêtrement presque imprononçable de ses lettres. Clou-Luftagen. Cet entremêlement verbal avait été la clé du souvenir qui avait excité et troublé le professeur Angel. Il avait ensuite examiné avec une intensité presque frénétique le bas-relief auquel le jeune homme s'était retrouvé en train de travailler, glacé et simplement vêtu de ses vêtements de nuit, quand le réveil l'avait surpris, stupéfait. Mon oncle avait accusé son grand âge, devait dire plus tard Wilcox, de la lenteur avec laquelle il avait identifié les hiéroglyphes et le dessin qui les illustrait. Nombre de ces questions parurent très déplacées à son visiteur, surtout celles qui tendaient à l'associer avec des cultes ou des sociétés étranges. Wilcox ne parvenait pas à comprendre les adjurations répétées de silence qu'il se voyait présenter, en échange d'une admission à quelque vaste savoir religieux, mystique ou païen. Quand le professeur Angel fut persuadé que le sculpteur ignorait en réalité tout culte ou tout système de tradition cryptique, il assiégea son visiteur de prière pour qu'à l'avenir, il vienne lui raconter ses rêves. Le résultat fut positif, car après la première entrevue, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme. Visites au cours desquelles il rapportait de surprenants lambeaux d'une imagerie nocturne dont la substance demeurait toujours quelques terribles visions cyclopéennes de pierres noires et ruisselantes, accompagnées d'une voix ou d'une intelligence souterraine qui criait, monotone, des messages énigmatiques que l'on pouvait qualifier de sons inarticulés. Les deux vocables les plus fréquemment répétés étaient ceux que rendent les lettres Cloulou et Rlie. Le 23 mars, disait encore le manuscrit, Wilcox n'était pas venu. Une visite à son domicile permit de savoir qu'il avait été pris d'une obscure sorte de fièvre et transporté dans sa famille à Waterman Street. Il avait appelé dans la nuit, réveillant divers autres artistes qui logeaient dans le même bâtiment que lui, et il n'avait plus manifesté depuis lors que des alternances d'inconscience et de délire. Mon oncle avait aussitôt appelé la famille par téléphone, et dès lors avait accordé une attention sans relâche à cette affaire, se rendant souvent au cabinet de Tyre Street du docteur Toby, auquel on avait fait appel. L'esprit fébrile du jeune homme explorait manifestement d'étranges domaines, et le docteur frissonnait parfois quand il en parlait. Il y avait, certes, ce dont il avait déjà rêvé, mais aussi des allusions désordonnées à une chose gigantesque qui avait des milles de haut et qui marchait ou montait à pas pesants. Il ne devait jamais décrire complètement cette chose, mais certaines paroles prononcées dans son délire et répétées par le docteur Toby convainquirent le professeur qu'il devait s'agir de la monstruosité sans nom qu'il s'était efforcé de reproduire dans sa sculpture de rêve. Toute référence à cet objet, ajoutait le docteur, était invariablement le prélude à une léthargie dans laquelle sombrait le jeune homme. Chose curieuse, sa température ne s'élevait guère au-dessus de la normale. Par ailleurs, l'état général était tel qu'il suggérait la présence d'une fièvre véritable, plutôt que celle d'un trouble mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de la maladie de Wilcox disparurent soudain. Il s'assit bien droit dans son lit, fut surpris de se retrouver chez ses parents et parut tout ignorer de ce qui s'était passé, en rêve ou dans la réalité, au cours de la nuit du 22 mars. Comme le docteur le jugeait rétabli, il retourna au bout de 3 jours dans son appartement.
Il ne devait plus être d'aucune assistance pour le professeur Angel. Les rêves étranges s'étaient évanouis au moment où il avait guéri. Et mon oncle cessa de recueillir ses pensées nocturnes au bout d'une semaine de récits de visions des plus ordinaires, sans grand sens ni intérêt. C'est ici que s'arrêtait la première partie du manuscrit. Mais les références qui étaient faites à certaines des notes en désordre me donnèrent beaucoup à penser. Tant même que seul le scepticisme invétéré qui était alors à la base de ma philosophie peut expliquer la défiance prolongée que j'éprouvais à l'égard de l'artiste. Les notes en question décrivaient les rêves de diverses personnes pendant la période où le jeune Wilcox avait ses étranges visitations. Mon oncle, semble-t-il, avait rapidement mis en place un corps d'enquête d'une ampleur prodigieuse auprès de la majeure partie des amis qu'il pouvait interroger sans impertinence. Il priait de lui envoyer le récit des rêves qu'il faisait chaque nuit, et la date de toutes les visions notables qu'ils avaient eues depuis quelque temps. Sa requête paraissait avoir été reçue de façon fort diverse. Pourtant, il avait très certainement dû recevoir plus de réponses qu'il n'en pouvait examiner son secrétaire. Cette correspondance originale n'avait pas été conservée, mais ces notes en constituaient un résumé très complet et profondément significatif. La plupart des gens appartenant à la haute société et au monde des affaires, le traditionnel sel de la terre de la Nouvelle-Angleterre, avaient fourni un résultat presque entièrement négatif. Encore que, dans certains cas isolés, des impressions nocturnes, inquiètes bien qu'à peine ébauchées, eussent été ressenties ici ou là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, période du délire du jeune Wilcox. Les scientifiques n'avaient guère été affectés non plus, bien que, dans 4 cas, de vagues descriptions eussent suggéré qu'il y avait eu une découverte fugitive de paysages étranges, et que, dans un autre cas, il eût été fait mention d'une appréhension à l'égard de quelque chose d'anormal. Ce fut des artistes et des poètes que vinrent les réponses pertinentes, et je suis convaincu qu'ils auraient été pris de panique s'ils avaient pu comparer leurs témoignages. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais consulter les originaux. Je soupçonnais à demi celui qui les avait analysés d'avoir posé des questions allant dans le sens qu'il souhaitait, ou de n'avoir gardé de cette correspondance que ce qui venait appuyer ce qu'il avait depuis peu résolu de chercher. Voilà pourquoi je demeurais persuadé que, ayant eu d'une manière ou d'une autre connaissance de données plus anciennes que mon oncle aurait eues en sa possession, Wilcox avait trompé le vieux savant. Les réponses des artistes révélaient une histoire bien troublante. Entre le 28 février et le 2 avril, beaucoup d'entre eux avaient fait des rêves très bizarres. Ces rêves ayant été infiniment plus fréquents pendant la période où le jeune sculpteur avait déliré. Un quart de ceux qui avaient envoyé un compte-rendu témoignaient avoir assisté à des scènes et perçu des quasi-sons pas très différents de ceux que Wilcox avait décrits. Et certains de ces rêveurs avouaient avoir eu une peur intense de la chose gigantesque et indicible qui était devenue visible vers la fin. L'un des cas, qu'une note décrivait en détail, était tout à fait attristant. Le sujet, un architecte très connu qui avait un penchant pour la théosophie et l'occultisme, avait été pris de folie violente le jour où Wilcox avait été lui-même frappé, et il était mort quelques mois plus tard, après avoir poussé des cris incessants pour demander qu'on le sauve de quelque lieu infernal. Si mon oncle avait utilisé les noms au lieu d'employer simplement une numérotation, j'aurais entrepris à mon tour une enquête et procédé à quelques vérifications. Malheureusement, je ne parvins à retrouver que quelques témoins. Ces derniers, cependant, confirmèrent tous absolument le contenu des notes. Je me suis souvent demandé si tous les sujets interrogés par le professeur avaient été aussi intrigués que ceux que je rencontrais. Il est préférable qu'aucune explication ne leur parvienne jamais. Les coupures de presse, comme je l'ai laissé entendre, faisaient allusion à certains cas de panique, de manie ou d'excentricité constatés au cours de la même période. Le professeur Angel avait sans doute fait appel à une agence de coupure de journaux, car le nombre d'articles dont il disposait était prodigieux, et il provenait du monde entier. Ici, c'était un suicide qui s'était produit la nuit à Londres, parce qu'un dormeur solitaire avait sauté par la fenêtre en poussant un cri terrifiant. Là, dans une lettre incohérente adressée au directeur d'un journal d'Amérique latine, un fanatique déduisait des visions qu'il avait eues que l'avenir serait atroce. Une dépêche de Californie décrivait une colonie de théosophes qui revêtaient en masse des robes blanches dans l'attente de quelque accomplissement glorieux qui ne se réalisa jamais, tandis que des entrefilets venus des Indes évoquaient à mots couverts de sérieux troubles indigènes qui s'étaient produits vers la fin du mois de mars. Des orgies vaudou s'étaient multipliées en Haïti,
Et, des postes avancés qu'ils occupaient en Afrique, certains blancs faisaient état de murmures inquiétants. Des officiers américains servant aux Philippines constataient l'existence d'une agitation dans quelques tribus, toujours à la même époque. Et des policiers new-yorkais étaient harcelés par les Laventins hystériques dans la nuit du 22 au 23 mars. L'ouest de l'Irlande, lui aussi, était plein de rumeurs incontrôlables et légendaires, tandis qu'un peintre fantastique du nom d'Ardois Bonneau accrochait un paysage de rêve blasphématoire au Salon de printemps de Paris, en 1926. Si nombreux étaient les troubles enregistrés dans les asiles de fous, que seul un miracle pouvait avoir empêché la confrérie médicale d'établir de curieux parallèles et de tirer des conclusions embarrassantes. Un étrange paquet de coupures de presse, en définitive. Et je comprends mal, aujourd'hui, le rationalisme insensible avec lequel je les écartais. Cependant, j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance de problèmes plus anciens, également mentionnés par le professeur.